Le 23 mars 1994, Donald Eugene Miller cessa d'exister. Il ne mourut pas dans un hôpital, il ne subit pas d'accident, il ne fut victime d'aucun crime. Il cessa simplement d'exister dans les registres officiels de l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Un juge signa une ordonnance le déclarant légalement mort, et avec cette signature, un homme vivant devint un fantôme bureaucratique. L'histoire de la façon dont un être humain peut être effacé de l'existence officielle, alors qu'il respire encore, est une histoire sur les limites du système, sur les fissures dans la machinerie administrative qui gouverne nos vies, sur la fragilité de quelque chose que nous tenons pour acquis, notre identité légale. Donald Miller naquit en 1950 à Arcadia, dans l'Ohio, une petite communauté rurale du comté de Hancock, le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les familles vivent depuis des générations, où les changements se produisent lentement et où les traditions sont fermement maintenues. C'était un lieu de ferme et de champs de maïs, d'églises méthodistes et de pique-niques dominicaux, de vie prévisible suivant des schémas établis depuis des décennies. Miller grandit comme n'importe quel autre garçon de sa génération dans l'Ohio rural. Il alla à l'école locale, travailla dans les fermes pendant les étés, se maria jeune comme c'était la coutume à cette époque et en ce lieu. Sa femme s'appelait Robin, et ensemble ils eurent 2 filles, nées au début des années 70. Mais quelque chose ne fonctionnait pas dans la vie de Donald Miller. Quelque chose que les registres officiels ne peuvent pas capturer. Quelque chose qui échappe aux catégories des formulaires gouvernementaux. À un moment donné des années 70, Miller commença à s'effondrer. Les versions de ce qui s'est passé varient selon qui les raconte. Certains parlent de problèmes d'alcool. D'autres mentionnent des difficultés financières, les pressions de subvenir aux besoins d'une famille dans une économie rurale qui commençait à se détériorer. D'autres encore disent simplement qu'il n'était pas fait pour la vie qu'il avait construite, qu'il y avait quelque chose en lui qui ne correspondait pas au rôle de mari, de père, de citoyen responsable. Ce qui est certain, c'est qu'en 1986, Donald Miller disparut. Ce ne fut pas une disparition dramatique. Il n'y eut pas de lettre d'adieu, pas de scène finale, pas d'explication. Un jour, il était là, et le lendemain, il n'y était plus. Il quitta Arcadia, laissant derrière lui sa femme, ses 2 filles, toute la vie qu'il avait construite pendant plus de 3 décennies. Robin Miller, son épouse, se retrouva soudain seule avec 2 adolescentes à élever, sans mari, et sans savoir s'il était vivant ou mort. Dans les communautés rurales de l'Ohio, ce type d'abandon était un scandale silencieux, le genre de choses dont les gens parlaient à voix basse, mais qu'on ne mentionnait jamais directement. Robin dut reconstruire sa vie à partir de zéro, faisant face non seulement à la perte pratique d'un partenaire, mais aussi au stigmate social d'avoir été abandonné. Les années passèrent. 1986 devint 1987, puis 1988, puis 1989. Il n'y avait aucune nouvelle de Donald Miller. Pas d'appel téléphonique, pas de lettre, aucun signe de vie de nulle part dans le pays. Pour tous les usages pratiques, il avait disparu de la surface de la terre. À un moment donné, pendant ces années de silence,
Robin Miller prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans un limbe juridique, mariée à un homme qui pourrait être mort, incapable d'avancer dans sa vie. Elle avait besoin de certitude, même si cette certitude devait être fabriquée par le système juridique en l'absence de faits vérifiables. Dans l'Ohio, comme dans la plupart des États américains, il existe une procédure légale pour déclarer morte une personne disparue après une période déterminée. La logique est simple. Si quelqu'un disparaît complètement pendant des années, s'il n'y a aucun contact, aucune preuve d'activité, aucun signe de vie, la loi permet de présumer que cette personne est décédée. Cela permet aux membres de la famille de tourner la page, d'hériter des biens, de se remarier, de continuer leur vie. Robin Miller entama cette procédure. Elle déposa la documentation nécessaire, témoigna que son mari était absent depuis des années sans aucun contact, expliqua qu'elle avait fait des efforts raisonnables pour le localiser sans succès. Le tribunal du comté de Hancock examina l'affaire et, le 23 mars 1994, émit une ordonnance déclarant Donald Eugene Miller légalement mort. Avec cette ordonnance, Donald Miller cessa d'exister en tant qu'entité juridique. Son numéro de sécurité sociale fut marqué comme appartenant à une personne décédée. Son permis de conduire fut annulé. Tout compte bancaire, tout acte de propriété, tout lien avec le système fut suspendu. Pour le gouvernement des États-Unis, pour l'État de l'Ohio, pour tous les usages officiels, Donald Miller était mort. Robin put aller de l'avant. Elle finit par se remarier, reconstruisit sa vie, éleva ses filles jusqu'à l'âge adulte. Les filles de Donald Miller grandirent en sachant que leur père les avait abandonnées et que, légalement du moins, il était mort. Il n'y a pas de trace de la douleur que cette situation causa, des questions sans réponse qui flottaient dans l'air de cette famille brisée. Et pendant ce temps, Donald Miller était toujours vivant. Il n'était pas mort. Il n'avait jamais été mort. Il vivait dans un autre état, sous le même nom, travaillait, existait, respirait. Il n'avait fait aucun effort pour cacher son identité, ni pour se dissimuler aux autorités. Il était simplement parti et n'était jamais revenu. Pendant les années qui suivirent sa déclaration de décès, Miller vécut ce qui était apparemment une vie ordinaire. Il travaillait, payait des impôts sous son numéro de sécurité sociale supposément désactivé, interagissait avec le système de manière qui, en théorie, aurait dû révéler que l'homme déclaré mort dans l'Ohio était encore bien vivant. Mais personne ne le remarqua. Les bases de données ne communiquaient pas entre elles comme elles auraient dû. Les systèmes de vérification échouèrent à détecter la contradiction évidente. Un homme mort qui continuait à travailler, à payer des impôts, à exister dans les registres d'un autre État. C'est l'un des aspects les plus troublants de l'affaire Donald Miller et qui mérite une réflexion approfondie. Nous vivons dans une ère qu'on nous dit définie par la surveillance totale, par des bases de données interconnectées, par des systèmes qui suivent chacun de nos mouvements. Et pourtant, un homme a pu exister pendant des années comme vivant dans un système tout en étant enregistré comme mort dans un autre, et personne n'a fait le lien. Les fissures dans le système sont plus larges que nous ne voulons l'admettre. La bureaucratie qui gouverne nos vies est plus fragmentée, plus sujette aux erreurs, plus facilement contournée que les architectes de ces systèmes ne voudraient le reconnaître. Donald Miller
n'était pas un criminel sophistiqué, essayant d'échapper à la loi. C'était simplement un homme qui était parti, et le système fut incapable de maintenir une image cohérente de son existence. Les années passèrent. La déclaration de décès de 1994 devint un fait établi, une donnée dans les archives du comté de Hancock que personne n'avait de raison de remettre en question. Robin Miller poursuivit sa vie. Les filles de Donald Miller mûrirent, fondèrent leur propre famille, traitèrent l'abandon de leur père de toutes les manières qu'elles purent. Et puis, en 2005, Donald Miller réapparut. Ce ne fut pas une réapparition dramatique, pas une scène de film où le mort revient réclamer ce qui lui appartient. Ce fut quelque chose de beaucoup plus banal, de beaucoup plus bureaucratique, de beaucoup plus étrange à sa manière. Miller avait un problème. Il devait faire une demande de prestations de sécurité sociale, les prestations de retraite auxquelles tout citoyen américain a droit après des décennies de travail. Mais quand il essaya de faire la demande, il rencontra un obstacle inattendu. Selon les registres du gouvernement, il était mort. Il ne pouvait pas percevoir de prestations parce qu'il n'existait pas légalement. Il ne pouvait pas renouveler son permis de conduire parce que les morts ne conduisent pas. Il ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire, ne pouvait pas signer de contrat, ne pouvait faire aucune des choses que les personnes vivantes font routinièrement, parce que pour le système, il avait cessé d'exister 11 ans plus tôt. C'est alors que Donald Miller prit la décision d'essayer de ressusciter légalement. Il engagea un avocat et déposa une requête auprès du même tribunal du comté de Hancock qui l'avait déclaré mort en 1994. La requête était simple dans sa prémisse. « Je suis vivant, j'ai toujours été vivant. » La déclaration de décès était une erreur basée sur des informations incomplètes. Veuillez corriger les registres. Cela semblait être une demande raisonnable. Après tout, la preuve qu'il était vivant était irréfutable. Il était là, debout, respirant, capable de témoigner devant le tribunal. Il n'y a pas de preuve plus convaincante de vie que la présence physique du prétendu défunt. Mais le système juridique ne fonctionne pas de manière aussi simple. L'affaire arriva devant le juge Alan Davis du tribunal des relations familiales du comté de Hancock. Ce qui aurait dû être une formalité bureaucratique, une simple correction de registre, devint quelque chose de beaucoup plus compliqué. Le problème était Robin Miller, l'ex-femme qui avait demandé la déclaration de décès originale. Elle s'opposa à la résurrection légale de son ex-mari, et les raisons de son opposition étaient compréhensibles d'un point de vue humain, bien que compliquées d'un point de vue juridique. Quand Donald Miller fut déclaré mort, Robin n'était plus obligé de payer la pension alimentaire qui avait été convenue lors de procédures antérieures. Si Donald revenait à la vie légale, ses obligations pourraient ressusciter aussi. Il y avait des implications financières, des complications juridiques, un enchevêtrement de conséquences s'étendant dans de multiples directions. Mais il y avait aussi quelque chose de plus profond. Après près de 2 décennies de construction d'une vie basée sur la prémisse que son ex-mari était mort, Robin Miller était-elle obligée d'accepter son retour à l'existence légale? Le système était-il obligé de défaire une décision qu'il avait prise sur la base des meilleures informations disponibles à l'époque? Le juge Davis se trouva face à un dilemme sans précédent clair. D'un côté, il avait devant lui un homme vivant,
demandant à être reconnu comme tel. De l'autre côté, il avait un système juridique qui avait émis une décision finale des années auparavant, une décision qui avait eu des conséquences réelles pour des personnes réelles. Le problème technique était le délai de prescription. Dans l'Ohio, comme dans de nombreux États, il existe des limites de temps pour faire appel des décisions judiciaires. La déclaration de décès de 1994 n'avait pas été contestée dans le délai prévu par la loi, qui dans l'Ohio était de 3 ans. En 2005, 11 ans s'étaient écoulés. Techniquement, le délai pour corriger l'erreur avait expiré depuis longtemps. Le 9 octobre 2013, le juge Davis rendit sa décision. Ce fut une décision qui capterait l'attention des médias du monde entier, non pour sa complexité juridique, mais pour son absurdité apparente. Le juge rejeta la requête de Donald Miller pour être déclaré légalement vivant. La logique était froide, technique, bureaucratique. Le délai de prescription avait expiré. Il n'y avait pas de base légale pour annuler la décision de 1994. Aussi clairement que le bon sens disait qu'un homme vivant devrait être reconnu comme vivant, la loi disait autre chose. Selon les propres mots du juge Davis, « Je ne sais pas où cela vous laisse, mais vous êtes toujours décédé aux yeux de la loi. Je n'ai pas le pouvoir d'annuler l'ordonnance. Il n'y a pas de base légale pour que je le fasse. » Que Donald Miller quitta le tribunal ce jour-là comme il y était entré, légalement mort. La seule différence était qu'il avait maintenant une confirmation officielle que le système n'avait pas l'intention de corriger son erreur. Il était piégé dans un limbe bureaucratique dont il n'y avait pas d'échappatoire apparente. L'histoire de Donald Miller devint une nouvelle internationale. Des journaux et des programmes télévisés du monde entier rapportèrent l'histoire de l'homme qui ne pouvait pas prouver qu'il était vivant. C'était une de ces histoires qui semblent trop absurdes pour être vraies, le genre d'anecdote que les gens racontent aux fêtes comme exemple de la folie bureaucratique. Mais derrière les gros titres sensationnels se cachait une réalité beaucoup plus troublante. Donald Miller n'était pas juste une anecdote amusante, et c'était un être humain piégé, dans une situation que la plupart d'entre nous ne peut même pas imaginer. Sans statut légal, Miller ne pouvait pas faire beaucoup des choses que les citoyens tiennent pour acquises. Il ne pouvait pas conduire légalement. Il ne pouvait pas travailler de manière formelle sans créer de contradictions dans les systèmes de vérification d'emploi. Il ne pouvait pas accéder aux services médicaux couverts par les assurances. Il ne pouvait pas voter, ne pouvait pas voyager à l'international, ne pouvait pas participer à la société de la manière qui définit la citoyenneté moderne. C'était un homme sans pays, non pas parce qu'il avait renoncé à sa nationalité ou parce qu'il avait été exilé, mais parce que le système avait décidé qu'il n'existait pas. Et une fois que le système prend cette décision, il s'avère extraordinairement difficile de l'inverser. Les interviews que Miller donna après le verdict révèlent un homme résigné, mais pas complètement vaincu. Il parla des erreurs qu'il avait commises des décennies auparavant, de l'abandon de sa famille qui avait initié toute cette chaîne d'événements. Il exprima des regrets, mais aussi une sorte de fatalisme face à sa situation. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » dit-il dans une interview. « Je sais que je n'ai pas été un bon père ni un bon mari, mais je suis toujours vivant, je suis toujours là, et le système dit que je n'existe pas. »
Il y avait quelque chose de profondément troublant à voir un homme plaider pour sa propre existence, quelque chose qui remettait en question les notions de base que nous avons sur la relation entre l'individu et l'État, entre la réalité et les documents qui sont censés la représenter. En théorie, les documents officiels devraient refléter la réalité. Les actes de naissance enregistrent des naissances qui ont eu lieu. Les actes de décès enregistrent des décès qui ont eu lieu. Les permis de conduire identifient des personnes qui existent et qui ont démontré leur capacité à conduire des véhicules. Mais l'affaire Donald Miller révéla quelque chose que nous préférons ne pas reconnaître, que la relation entre les documents et la réalité peut se rompre, que le système peut créer sa propre version de la vérité, une version qui n'a pas besoin de correspondre aux faits vérifiables, qu'une personne peut exister physiquement tout en n'existant pas bureaucratiquement, et que l'existence bureaucratique est, à bien des égards, celle qui compte vraiment. Sans ce numéro de sécurité sociale valide, Donald Miller était effectivement une non-personne. Il pouvait marcher dans les rues, parler aux gens, faire toutes les choses que font les êtres humains. Mais il ne pouvait pas participer au système qui définit ce que la vie moderne en Amérique. Il était comme un fantôme qui avait oublié qu'il était mort, ou plus précisément, comme une personne vivante que le système avait décidé de traiter comme morte. Les années qui suivirent le verdict de 2013 sont moins documentées. Donald Miller disparut progressivement de la couverture médiatique, comme cela se produit avec la plupart des histoires une fois que l'intérêt initial passe. Les journaux qui avaient rapporté son cas avec enthousiasme passèrent à d'autres histoires, d'autres scandales, d'autres absurdités bureaucratiques. Mais la question demeure. Qu'est-il arrivé à Donald Miller après que les caméras se sont éteintes? Les traces qu'il laissa dans les registres publics après 2013 sont rares et difficiles à interpréter. Il n'y a pas de reportage de suivi documentant comment il vécut les années suivantes, comment il se débrouilla sans statut légal, comment il navigua un système qui le considérait officiellement comme mort. Il y a des indices qu'il continua à vivre dans la même région où il se trouvait avant l'affaire judiciaire. Il y a des références à lui dans certains documents locaux, des mentions fragmentaires suggérant une existence continuée mais marginale. Mais il n'y a pas de récit clair, pas de registre complet des années qui suivirent. Ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné des années suivantes, Donald Miller disparut à nouveau. Pas de la manière dont il avait disparu en 1986, laissant derrière lui une famille et une vie. Cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était plus complet, plus absolu, plus difficile à retracer. Les personnes qui avaient suivi son cas rapportent qu'il devint simplement impossible à localiser. Les adresses connues cessèrent d'être valides. Les numéros de téléphone cessèrent de fonctionner. Les contacts qu'il avait maintenus cessèrent d'avoir de ses nouvelles. Pour un homme qui était déjà légalement mort, disparaître physiquement était relativement facile. Il n'y avait pas d'alertes à déclencher, pas de systèmes à notifier. Quand quelqu'un qui n'existe pas officiellement cesse d'apparaître, qui le remarque? Quelle base de données enregistre l'absence de quelqu'un qui n'était pas enregistré comme présent? Les circonstances de cette seconde disparition sont un mystère. Il n'y a pas de rapport de police, pas d'enquêtes officielles, pas de traces de quelqu'un signalant son absence.
Un homme que le système considérait comme mort depuis 1994 cessa simplement de se manifester dans les espaces où il avait été visible auparavant. Donald Miller est-il mort? Est-il vraiment mort cette fois, non pas sur le papier mais dans la réalité physique? C'est possible. C'était un homme dans sa soixantaine quand il disparut la seconde fois, un âge où la mortalité commence à se faire sentir, sans accès à des soins médicaux réguliers, sans les systèmes de soutien que la plupart des citoyens tiennent pour acquis. Les conditions pour une mort solitaire et non documentée étaient présentes. Mais il est aussi possible qu'il soit simplement parti, comme en 1986, qu'il ait décidé de recommencer ailleurs, abandonnant même la semi-existence qu'il avait maintenue dans l'Ohio. Pour quelqu'un qui avait déjà vécu une disparition, le processus était probablement familier, presque routinier. La différence est que cette fois, il n'y avait pas de famille à laisser derrière, pas d'épouse qui finirait par demander une déclaration de décès, pas de fille qui grandirait en se demandant ce qu'il était advenu de leur père. Cette fois, Donald Miller disparut dans un vide qu'il avait lui-même créé, un espace où son absence ne laisserait aucune marque officielle. Et c'est peut-être le plus troublant de tout. La première fois que Donald Miller disparut, il y eut au moins des conséquences. Il y eut une famille brisée, des procédures juridiques, un registre de son absence. La seconde fois, il n'y eut rien. Le système qui l'avait déclaré mort des décennies auparavant absorba simplement son absence, sans aucune reconnaissance, sans aucune note en marge, sans aucune tentative de réconcilier la réalité avec les documents. Pour l'État de l'Ohio, Donald Miller était mort le 23 mars 1994. Rien de ce qui s'était passé depuis, ni sa réapparition en 2005, ni son affaire judiciaire en 2013, ni sa seconde disparition dans les années suivantes, n'avait changé ce fait officiel. Les registres restaient inaltérés, imperturbables, indifférents au mouvement d'un homme que le système avait décidé qui n'existait pas. Cela soulève des questions profondes sur la nature de l'identité à l'ère moderne. Que signifie exister quand votre existence dépend de la reconnaissance d'un système bureaucratique? Et que signifie mourir quand la mort est une catégorie administrative autant qu'un fait biologique? Que signifie disparaître quand votre présence n'a jamais été officiellement enregistrée en premier lieu? Donald Miller vécut, pendant au moins une partie de sa vie, dans ce que nous pourrions appeler un état de mort administrative. Il était biologiquement vivant, mais bureaucratiquement mort. Il pouvait respirer, marcher, parler, penser, mais il ne pouvait pas voter, travailler légalement, conduire, voyager, ni faire aucune des choses qui définissent que la participation citoyenne dans la société moderne. Cet état de mort administrative est plus courant que nous ne voulons l'admettre. Il y a des milliers de personnes aux États-Unis et dans le monde qui vivent dans une version de cette situation. Des personnes dont les documents ne reflètent pas leur réalité. Des personnes que le système a oubliées ou exclues. Des personnes qui existent à la marge de la société officielle. Certains sont sans papier, des personnes qui n'ont jamais obtenu les documents qui légitimiseraient leur présence. D'autres sont victimes d'erreurs bureaucratiques, comme Miller, des personnes dont les registres contiennent des informations incorrectes que personne n'a corrigées. D'autres, encore, sont simplement marginalisées, des personnes qui sont tombées si loin des systèmes d'enregistrement et de vérification
que leur existence est devenue officiellement invisible. Pour tous, la vie est une série d'obstacles que la plupart des citoyens n'affrontent jamais. Chaque interaction avec le système officiel, chaque formulaire à remplir, chaque document à présenter, devient un test d'existence que beaucoup ne peuvent pas réussir. Ce sont des fantômes dans la machine, des présences physiques sans corrélat bureaucratique. L'affaire Donald Miller est extrême dans ses détails, mais pas unique dans son essence. Ce qui la rend particulièrement troublante est que sa mort administrative fut une décision judiciaire, un acte délibéré du système juridique basé sur des procédures établies. Ce ne fut pas une faute de frappe, ni une confusion de dossiers. C'était le système fonctionnant exactement comme il avait été conçu pour fonctionner, produisant un résultat que toute personne raisonnable reconnaîtrait comme absurde. Le juge qui déclara Miller mort en 1994 ne commit aucune erreur. Il suivit les procédures établies, appliqua la loi telle qu'elle était écrite, prit une décision basée sur les preuves disponibles. Le juge qui rejeta sa résurrection en 2013 ne commit pas non plus d'erreur. Il appliqua le délai de prescription tel qu'il était codifié, reconnut qu'il n'avait pas l'autorité légale de faire ce que Miller demandait. Dans les deux cas, le système fonctionna. Et dans les deux cas, le résultat fut profondément injuste. Cela nous oblige à nous interroger sur la relation entre la légalité et la justice, entre suivre les règles et faire ce qui est juste. Le système juridique est conçu pour produire des résultats prévisibles, pour appliquer les mêmes règles à tous les cas, pour éliminer l'arbitraire des décisions judiciaires. Mais parfois, l'application cohérente des règles produit des résultats qui violent le sens le plus élémentaire de ce qui est juste. Donald Miller était vivant. C'était un fait vérifiable, observable, indéniable. Et pourtant, le système juridique dit qu'il était mort, et quand il protesta, le système dit qu'il n'avait pas l'autorité de changer cette détermination. Les règles furent correctement appliquées, et le résultat fut une injustice évidente. Que dit cela sur nos systèmes juridiques ? Que dit cela sur la foi que nous plaçons dans les institutions qui gouvernent nos vies ? Que dit cela sur la capacité de ces institutions à s'adapter à des situations qui n'étaient pas anticipées quand les règles furent écrites ? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions. L'affaire Donald Miller est un rappel que les systèmes que nous créons pour ordonner la société ont des limites, des angles morts, des zones où la réalité échappe aux catégories que nous avons construites pour la contenir. Mais au-delà des questions philosophiques, il y a la question pratique. Qu'est-il réellement arrivé à Donald Miller ? Les dernières informations vérifiables à son sujet datent des années immédiatement après l'affaire de 2013. Après cela, les registres deviennent fragmentaires, les sources se tarissent, la piste se refroidit. Certains journalistes qui ont essayé de suivre l'affaire rapportent avoir trouvé des impasses. Les adresses qu'ils avaient n'étaient plus valides. Les contacts qu'ils avaient interviewés avaient perdu le contact avec lui. C'était comme si, ayant échoué à ressusciter légalement, Miller avait décidé d'achever sa mort d'autre manière. Il y a des théories sur ce qui a pu se passer. Certaines sont prosaïques. Peut-être s'est-il simplement déplacé. Peut-être a-t-il trouvé un moyen de vivre en marge du système officiel. Peut-être est-il mort de cause naturelle sans que personne ne le documente.
D'autres sont plus spéculatives. Peut-être a-t-il assumé une nouvelle identité. Peut-être a-t-il quitté le pays. Peut-être a-t-il cherché des endroits où son statut légal n'avait pas d'importance. Mais aucune de ces théories ne peut être vérifiée. Donald Miller, l'homme qui ne pouvait pas prouver qu'il était vivant, devint finalement impossible à localiser. L'absence qui avait caractérisé sa mort légale devint une absence physique, une disparition que personne n'avait la capacité ou la motivation d'enquêter. Pour le système officiel, rien n'avait changé. Donald Eugene Miller restait mort depuis 1994. Son acte de décès restait dans les archives du comté de Hancock. Son numéro de sécurité sociale restait marqué comme appartenant à une personne décédée. Toute tentative d'utiliser ce numéro, de revendiquer cette identité, produirait le même résultat. Erreur, personne décédée, transaction refusée. C'est une forme particulière d'immortalité, si on peut l'appeler ainsi. La mort administrative de Donald Miller est permanente d'une manière que la mort physique ne l'est pas toujours. Les corps se décomposent, les tombes sont oubliées, les souvenirs s'estompent. Mais les registres bureaucratiques persistent. Quelque part dans une archive de l'État de l'Ohio, probablement numérisée maintenant, conservée sur des serveurs redondants et des sauvegardes, existe un document qui déclare que Donald Eugene Miller est mort le 23 mars 1994. Ce document survivra à tous ceux qui ont connu Donald Miller. Il survivra à ses filles, à ses petits-enfants s'il en a eu, à toute personne qui pourrait avoir un souvenir vivant de lui. Dans 100 ans, quand plus personne marchant sur cette terre n'aura jamais connu Donald Miller, ce document existera toujours, déclarant avec toute l'autorité de l'État qu'un homme mort à une date précise. Et cette déclaration sera fausse. Elle a toujours été fausse. Mais elle continuera à être officielle. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette persistance de l'incorrect. Nous aimons penser que la vérité finit par prévaloir, que les erreurs sont corrigées, que les systèmes ont des mécanismes d'autocorrection qui finissent par aligner les registres avec la réalité. L'affaire Donald Miller démontre que ce n'est pas toujours vrai. Parfois, les erreurs se solidifient. Parfois, les mensonges deviennent des faits officiels. Parfois, le système est incapable de se corriger lui-même, même quand le besoin de correction est évident pour tout observateur extérieur. Cela devrait nous préoccuper plus qu'il ne nous préoccupe. Nous vivons dans une ère où nous dépendons de plus en plus des systèmes bureaucratiques pour définir qui nous sommes. Nos identités sont de plus en plus médiatisées par des documents, des numéros, des entrées dans des bases de données. Quand ces systèmes échouent, quand ils produisent des résultats qui ne correspondent pas à la réalité, et les conséquences peuvent être dévastatrices pour les individus pris dans les fissures. Donald Miller ne fut pas la première personne déclarée morte par erreur, et il ne sera certainement pas le dernier. Les cas de mort administrative erronée surviennent avec une fréquence surprenante. Bien qu'ils reçoivent rarement l'attention médiatique que l'affaire Miller a reçue. Ce sont des erreurs cachées dans l'ombre du système, affectant des personnes qui manquent souvent des ressources pour lutter contre elles. Pour beaucoup de ces cas, une résolution éventuelle est possible. Avec suffisamment de temps,
d'argent, d'assistance juridique, la plupart des personnes peuvent finalement corriger les erreurs dans leur registre. C'est un processus douloureux, frustrant, souvent coûteux, mais généralement faisable. Tout ce qui rendit l'affaire Miller exceptionnelle fut le refus judiciaire de correction. Ce ne fut pas seulement une erreur bureaucratique nécessitant de la paperasse pour être réparée. Ce fut une erreur que le système refusa activement de corriger, citant des technicités juridiques qui privilégiaient la cohérence procédurale sur la justice substantielle. Ce refus transforma ce qui aurait dû être une anecdote bureaucratique en quelque chose de plus profond, une démonstration des limites du système juridique à reconnaître et répondre à la réalité quand cette réalité contredit ses propres registres. Il y a d'autres cas, moins connus que celui de Donald Miller, qui illustrent les mêmes problèmes systémiques. En 2011, une femme nommée Madeleine Creedon de l'Ohio découvrit qu'elle avait été déclarée morte des années auparavant à cause d'une erreur dans le système de sécurité sociale. Contrairement à Miller, elle réussit finalement à corriger l'erreur, mais seulement après des mois de bataille bureaucratique qui inclurent la perte de sa maison, parce qu'elle ne pouvait pas accéder à ses propres comptes bancaires. En 2016, un homme au Michigan, nommé Havel Melvin Jenkins, fut arrêté pour un délit mineur et découvrit que selon les registres officiels, il était mort en 1995. Il avait vécu normalement pendant 2 décennies, travaillant, payant des impôts, sans savoir que le système le considérait comme décédé. En 2018, une femme en Floride nommée Sharday Neal fut informée par la sécurité sociale qu'elle était morte, bien qu'elle soit clairement vivante et debout devant le fonctionnaire qui lui annonçait la nouvelle. Il lui fallut des mois de paperasse pour ressusciter officiellement. Ces cas, et beaucoup d'autres qui n'atteignent jamais les médias, révèlent un schéma troublant. La mort administrative n'est pas une aberration rare, un cas isolé survenant une fois sur 1 million. C'est une défaillance systémique survenant assez fréquemment pour constituer un vrai problème, mais pas assez fréquemment pour générer la pression politique nécessaire à une réforme. Les personnes affectées sont généralement celles qui ont le moins de ressources pour lutter contre le système. Ce sont des personnes âgées confuses par la bureaucratie, des pauvres qui ne peuvent pas se permettre d'avocats, et des personnes marginalisées qui ont déjà des difficultés à naviguer les institutions officielles. Ce sont les plus vulnérables, et donc les moins capables de défendre leurs propres droits. Donald Miller eut l'avantage que son cas capta l'attention médiatique. Il eut des avocats prêts à le représenter, des journalistes prêts à raconter son histoire, un public prêt à s'indigner de sa situation. Et malgré tout, il perdit. Le système refusa de corriger son erreur, même sous le contrôle public le plus intense. Qu'arrive-t-il à ceux dont les cas n'atteignent jamais les médias? Qu'arrive-t-il aux milliers de personnes qui sont déclarées mortes par erreur et qui n'ont jamais les ressources pour lutter contre cette détermination? Combien de personnes vivent en ce moment dans une sorte de limbe bureaucratique, existant physiquement mais pas officiellement, incapables de participer normalement à la société? Il n'y a pas de statistiques fiables à ce sujet. Le système ne suit pas ses propres erreurs de cette manière. Il n'y a pas de base de données des personnes déclarées mortes par erreur. Pas de registre du temps qu'il faut pour corriger ces erreurs quand elles sont corrigées. Pas de décompte des cas qui ne sont jamais résolus. Ce manque de données est lui-même révélateur.
Il indique que le système ne considère pas ces erreurs comme un problème prioritaire, ne consacre pas de ressources à les mesurer, ni à les prévenir. Ce sont des dommages collatéraux acceptables d'une machinerie bureaucratique qui privilégie l'efficacité sur la précision. L'affaire Miller aurait dû être un signal d'alarme. Elle aurait dû générer des réformes, pour de nouvelles procédures, des garanties supplémentaires. Au lieu de cela, elle fut absorbée par le cycle de l'information, discutée brièvement, puis oubliée. Pendant ce temps, le système continue à fonctionner exactement comme avant. Les tribunaux continuent à avoir la capacité de déclarer mort des personnes vivantes. Les délais de prescription continuent à empêcher la correction des erreurs après un certain temps. Les bases de données continuent à échouer et à communiquer entre elles de manière qui permettrait de détecter des contradictions évidentes. Et quelque part, probablement en ce moment même, quelqu'un découvre que selon les registres officiels, il a cessé d'exister. L'histoire de Donald Miller pose une question fondamentale. Que signifie vraiment être une personne dans la société contemporaine? Ce n'est pas une question philosophique abstraite, c'est une question pratique, urgente, avec des conséquences réelles pour des millions de personnes. Parce que l'existence, telle que nous l'expérimentons dans la vie moderne, n'est pas seulement un fait biologique, c'est aussi un fait social, juridique, bureaucratique. Et ces différents types d'existence ne coïncident pas toujours. Donald Miller existait biologiquement pendant toutes les années où le système le déclarait mort. Son cœur battait, ses poumons respiraient, son cerveau traitait des pensées et des émotions. Il était aussi vivant que n'importe lequel d'entre nous, dans le sens le plus fondamental de ce mot. Mais il n'existait pas socialement. Il n'avait pas de place reconnue dans la structure de la société. Il ne pouvait pas participer aux institutions qui définissent la citoyenneté moderne. C'était une présence physique sans corrélat institutionnel, un corps vivant habitant une identité morte. Cette dissociation entre l'existence biologique et l'existence sociale est plus courante que nous ne voulons l'admettre. Les réfugiés fuyant les guerres existent souvent biologiquement, tandis que leurs identités légales se perdent dans le chaos de la migration forcée. Les sans-papiers qui travaillent dans les économies des pays développés existent en tant que travailleurs, en tant que voisins, en tant que membres de communautés, mais n'existent pas pour les systèmes officiels qui distribuent droits et avantages. Donald Miller fut une version extrême de cette condition. Il n'était pas un réfugié, pas un immigrant sans papier. Et c'était un citoyen américain né et élevé qui avait vécu toute sa vie au sein du système, jusqu'à ce que le système décide qu'il était mort. Son cas démontra que la non-existence sociale n'est pas seulement un problème pour les étrangers et les marginalisés. Elle peut arriver à n'importe qui, même à ceux qui pensaient avoir une place sûre dans la structure sociale. Cette vulnérabilité universelle est peut-être l'aspect le plus troublant de l'affaire. Si cela a pu arriver à Donald Miller, un homme blanc, citoyen américain, sans casier judiciaire ni circonstances particulièrement extraordinaires, cela peut arriver à n'importe qui. Le système a la capacité d'effacer les gens, et cette capacité n'est pas réservée uniquement aux marginalisés et aux vulnérables. Bien sûr, les marginalisés et les vulnérables sont ceux qui expérimentent le plus souvent cette capacité destructrice du système. Ils ont moins de ressources pour lutter contre les erreurs bureaucratiques, moins d'accès aux avocats et aux médias,
moins de pouvoir pour forcer le système à se corriger. Donald Miller eut l'avantage que son cas capta l'attention publique, et malgré tout, il perdit. Imaginons tous ceux qui font face à des situations similaires, sans aucune attention, sans aucune ressource, sans aucun espoir de correction. Le système bureaucratique moderne est, à bien des égards, une réalisation extraordinaire. Il a permis d'organiser des sociétés de millions de personnes, de coordonner des services complexes, de distribuer des ressources à une échelle qui aurait été impossible dans des époques antérieures. Mais comme toute réalisation humaine, il a ses ombres. Il a la capacité de produire des injustices aussi facilement qu'il produit des efficiences. Il a la capacité de détruire des vies tout en suivant ses propres règles avec une parfaite cohérence. Donald Miller fit l'expérience de cette ombre. Il fut une victime non de la malveillance, mais de l'indifférence, non de la corruption, mais de la procédure, non d'individus mauvais, mais de systèmes aveugles. Son histoire est un rappel que les systèmes qui nous servent peuvent aussi se retourner contre nous, et que lorsqu'ils le font, ils peuvent être extraordinairement difficiles à résister. Les réformes qui pourraient prévenir des cas comme celui de Miller sont techniquement simples. De meilleurs systèmes de vérification croisés entre bases de données, des procédures de révision pour les déclarations de mort présumées, des exceptions au délai de prescription pour les erreurs qui nient l'existence de personnes vivantes. Aucune de ces réformes ne nécessiterait de changements fondamentaux dans la structure du système juridique. Mais les réformes techniquement simples sont souvent politiquement difficiles. Elles exigent que quelqu'un les propose, que quelqu'un les défende, que quelqu'un les mette à l'ordre du jour législatif. Et les cas comme celui de Miller, bien qu'ils captent brièvement l'attention publique, génèrent rarement la pression soutenue nécessaire au changement législatif. Le cycle est prévisible. Un cas absurde fait les nouvelles. Le public est brièvement indigné. Les législateurs expriment leurs préoccupations. Et puis l'attention se déplace vers autre chose. L'indignation se dissipe, les promesses de réforme sont oubliées. Le système continue exactement comme avant, attendant le prochain Donald Miller. Cette inertie du système est en soi un type d'injustice. Ce n'est pas l'injustice de l'action malveillante, mais l'injustice de l'inaction persistante. C'est l'injustice de savoir que quelque chose ne va pas et de ne rien faire pour le corriger, de reconnaître un problème et de le laisser non résolu, d'exprimer de la préoccupation et de ne prendre aucune mesure. Donald Miller fut victime de cette injustice d'inaction. Le système qui le déclara mort aurait pu avoir des mécanismes pour prévenir de telles erreurs. Le système qui rejeta sa résurrection aurait pu avoir des exceptions pour des cas aussi clairs d'injustice. Mais il n'en avait pas, parce que personne n'avait eu la volonté politique de les créer. Et après son cas, malgré toute la couverture médiatique, malgré toute l'indignation publique, ces mécanismes n'existent toujours pas. Le prochain Donald Miller fera face exactement aux mêmes obstacles, aux mêmes refus, à la même impossibilité kafkaïenne de prouver sa propre existence. C'est ce qui rend son histoire non seulement tragique, mais aussi politique. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un individu piégé dans une situation absurde, c'est l'histoire d'un système avec des défauts connus qui refuse de les corriger.
C'est l'histoire d'une société qui tolère des injustices évitables parce que les corriger exigerait un effort et une volonté que personne n'est prêt à investir. Donald Miller disparut. Nous ne savons pas où il est, ni ce qui lui est arrivé. Oh, mais les conditions qui rendirent sa situation possible restent intactes. Les lois restent les mêmes. Les procédures restent les mêmes. Les possibilités d'injustice restent les mêmes. En ce sens, son histoire n'est pas terminée. Elle continue à se répéter, sous des formes différentes mais structurellement similaires, chaque fois que le système échoue quelqu'un et refuse de corriger cet échec. Donald Miller fut l'un des cas qui fit les nouvelles. Mais il y en a beaucoup d'autres qui n'y arrivent jamais, qui restent invisibles, qui sont absorbés par le système sans laisser de traces. Ces histoires invisibles sont le vrai héritage de l'affaire Miller. Pas la notoriété brève, pas les gros titres sensationnels, mais la reconnaissance qu'il existe un problème systémique affectant des personnes réelles de manière dévastatrice. Et tant que ce problème reste non résolu, tant que le système reste capable de déclarer morts les vivants et de refuser de corriger ses erreurs, l'histoire de Donald Miller restera pertinente, non comme curiosité historique, mais comme avertissement vivant sur les limites et les échecs des systèmes qui gouvernent nos vies. Revenons maintenant à la question qui reste sans réponse. Qu'est-il arrivé à Donald Miller après sa seconde disparition? Les dernières données vérifiables le situent dans l'Ohio, dans les années suivant le verdict de 2013. Il vivait d'une manière ou d'une autre, quelque part, naviguant comme il le pouvait une vie sans statut légal. Les détails de cette vie ne sont pas documentés, perdus dans le vide d'informations qui entoure quelqu'un d'officiellement inexistant. À un moment donné, probablement au milieu de la deuxième décennie du XXIe siècle, il devint impossible à localiser. Les journalistes qui essayèrent de suivre son histoire trouvèrent des impasses. Les contacts qu'ils avaient perdirent la communication avec lui. C'était comme s'il s'était évanoui, complétant physiquement la disparition que les documents avaient décrétée des décennies auparavant. Donald Miller est-il mort? Il n'y a pas d'acte de décès plus récent que celui émis par erreur en 1994. Il n'y a pas de registre d'enterrement, pas de rapport de police sur la découverte d'un corps, pas de documentation officielle d'une mort réelle. Mais il n'y a pas non plus de preuve qu'il soit encore vivant. Il n'y a pas de transaction, pas de registre d'adresse, pas de traces dans les systèmes d'information qui indiqueraient une présence continue. Oh, c'est un silence complet, une absence totale de données. Ce silence est troublant précisément parce que c'est ce qu'on attendrait aussi bien si Miller était mort que s'il avait simplement cessé d'interagir avec les systèmes qui pourraient détecter sa présence. Les deux possibilités produisent le même résultat, l'absence d'information. Imaginons les deux possibilités. Dans la première, Donald Miller est mort à un moment donné ces dernières années. C'était peut-être une mort naturelle, le résultat prévisible du vieillissement, et peut-être du stress de vivre des décennies en marge du système. Peut-être est-il mort seul, quelque part où personne ne le connaissait bien, sans personne pour signaler son décès aux autorités. Dans ce scénario, son corps aurait pu être trouvé et traité comme celui d'un indigent non identifié, l'un des milliers qui meurent chaque année, sans que personne ne réclame leur reste. Il aurait pu être enterré dans une fosse commune, sans nom,
sans cérémonie, sans aucune reconnaissance de la vie extraordinairement compliquée qu'il avait menée. Ou peut-être son corps n'a-t-il jamais été trouvé. Peut-être est-il mort dans un endroit isolé, dans une chambre louée, dont le propriétaire a mis des semaines à remarquer l'absence de son locataire. Peut-être les restes ont-ils été découverts dans un état rendant l'identification impossible. Dans tous les cas, il n'y aurait eu personne pour faire le lien, pour reconnaître que ce corps sans nom était le même homme qui était apparu dans les nouvelles des années auparavant, comme celui qui ne pouvait pas prouver qu'il était vivant. L'ironie de cette possibilité est brutale. Homme déclaré mort par erreur, qui lutta pendant des années pour être reconnu comme vivant, mourant finalement sans que personne ne le sache, sans aucun document enregistrant sa mort réelle. Sa mort administrative resterait la seule mort officielle, tandis que sa mort biologique resterait complètement non enregistrée. Dans la seconde possibilité, Donald Miller est toujours vivant. Il aurait plus de 70 ans maintenant, un âge avancé, mais pas impossible. Il pourrait vivre quelque part, peut-être sous un nom différent, peut-être dans une communauté où les documents officiels importent moins, peut-être simplement en maintenant un profil suffisamment bas pour ne générer aucune trace détectable. Dans ce scénario, il aurait appris à vivre complètement en marge du système. Il aurait trouvé des moyens de survivre sans les transactions normales qui créent des traces de données, des emplois payés en liquide, des logements sans contrat formel, une existence complètement hors réseau que la plupart d'entre nous tient pour acquise. Cette possibilité a sa propre ironie. Un homme forcé à la non-existence officielle aurait pu décider d'embrasser cette condition, d'en faire un mode de vie. Si le système ne le reconnaissait pas de toute façon, pourquoi s'embêter à interagir avec lui? S'il était officiellement mort, pourquoi ne pas vivre comme s'il l'était vraiment, du moins aux fins de la société officielle? Il y a des gens qui vivent ainsi. Il y a des communautés entières de personnes qui existent en dehors des systèmes d'enregistrement, qui commercent dans des économies informelles, qui gardent leur vie délibérément invisible aux autorités. Ce n'est pas une vie facile, mais c'est une vie. Une que Donald Miller aurait eu plus de raisons que la plupart de choisir. Il n'y a aucun moyen de savoir laquelle de ces possibilités est vraie. Et cette incertitude est, d'une certaine manière, la fin la plus appropriée pour cette histoire. Un homme dont l'existence fut mise en question par le système finit par disparaître de manière à rendre impossible de déterminer s'il continue d'exister ou non. Les enfants et petits-enfants de Donald Miller, s'il y en a, vivent avec un héritage particulier. Leur père et grand-père fut déclaré mort quand beaucoup d'entre eux étaient jeunes, puis réapparut brièvement pour revendiquer son existence, et finalement disparut à nouveau, sans laisser de traces. Comment les familles traitent-elles une histoire comme celle-là? Comment expliquent-elles aux enfants que leur grand-père est légalement mort, mais pourrait être vivant quelque part? Quels rituels de deuil sont appropriés pour quelqu'un dont la mort n'a jamais été confirmée, mais dont la vie ne peut pas non plus être vérifiée? Les interviews avec les membres de la famille de Miller révèlent un mélange complexe d'émotions difficiles à classifier. Il y a du ressentiment pour l'abandon original, pour les années d'absence, pour le traumatisme que sa disparition a causé à une famille qui a dû se reconstruire sans lui.
Il y a une sorte de fatigue, l'épuisement de faire face pendant des décennies à une situation qui défie les catégories normales de vie et de mort, de présence et d'absence. Mais il y a aussi, chez certains, quelque chose ressemblant à de la compassion, la compréhension que, aussi mal que Miller ait agi des décennies auparavant, ce que le système lui a fait ensuite était disproportionné. La perception que son histoire, bien qu'elle ait commencé par ses propres erreurs, a fini par porter sur quelque chose de plus grand que lui, sur les échecs d'un système qui peut détruire des vies sans malveillance, simplement en suivant ses propres règles. Robin Miller, l'ex-femme dont la requête déclencha la déclaration de décès originale, a maintenu le silence public sur l'affaire dans les années suivant le verdict de 2013. Il n'y a pas d'interview récente, pas de déclaration publique, pas d'indication sur la façon dont elle a traité le tournant étrange qu'a pris l'histoire de son mariage raté. C'est compréhensible. Elle aussi fut victime de cette histoire, de manière différente mais tout aussi réelle. Elle fut abandonnée par un mari, forcée d'élever seule ses filles, obligée de chercher une résolution légale à une situation qui n'avait pas de résolution émotionnelle. Quand son ex-mari réapparut, elle fut confrontée à la réouverture de blessures qu'elle croyait fermées. Son opposition à la résurrection légale de Miller fut critiquée dans certains médias, présentée comme l'action d'une femme vengeresse qui préférait garder son ex-mari mort plutôt que de lui permettre de revendiquer son existence. Mais la réalité était plus compliquée. Elle avait des raisons légitimes de s'inquiéter des conséquences de cette résurrection, des raisons liées à des obligations financières et des complications juridiques qui affecteraient sa propre vie. Ah, le système l'a mis dans une position impossible. Défendre son propre bien-être signifiait s'opposer à la reconnaissance de son ex-mari comme vivant. Ce n'était pas une position que quiconque choisirait volontairement, mais c'était la position dans laquelle le système l'avait placé. C'est une autre des cruautés de l'affaire Miller. Elle n'affecta pas seulement Donald, mais tous ceux qui l'entouraient. La famille qui l'abandonna, l'ex-femme qui dut faire face aux conséquences, les enfants qui grandirent dans l'ombre de son absence. Tous furent victimes d'une situation que le système créa et que le système refusa de résoudre. Les systèmes bureaucratiques ont tendance à voir les personnes comme des individus isolés, comme des entités séparées qui peuvent être classifiées et traitées indépendamment. Mais les personnes n'existent pas isolément. Elles existent dans des réseaux de relations, dans des familles, dans des communautés. Quand le système échoue une personne, cet échec se propage à travers ces réseaux, affectant beaucoup plus que ne le suggèrent les documents. L'affaire Miller affecta une famille entière pendant des générations. Elle créa des blessures qui ne guériront probablement jamais complètement, des questions qui ne recevront probablement jamais de réponse, une histoire familiale qui défie tout récit cohérent. Les archives officielles du comté de Hancock contiennent des documents liés à l'affaire Miller. Il y a une requête de déclaration de décès déposée en 1993. Il y a une ordonnance judiciaire signée en 1994. Il y a une requête d'annulation déposée en 2013. Il y a une décision judiciaire rejetant cette requête. Et ces documents, froids et techniques, racontent une version de l'histoire. La version officielle, la version que le système reconnaît, la version qui restera dans les archives indéfiniment. Mais il y a une autre histoire, une qui n'est contenue dans aucun document.
l'histoire d'un homme qui disparut, qui fut déclaré mort, qui réapparut, qui fut rejeté par le système, qui disparut à nouveau. L'histoire d'une famille brisée, de vies altérées, de conséquences s'étendant sur des décennies. Cette histoire humaine n'a pas d'archives officielles. Il n'y a pas de document qui la capture dans sa totalité, qui enregistre la douleur et la confusion et la frustration et la résignation. Les documents ne capturent que des faits administratifs, dates, décisions, numéros de dossier. Tout le reste se perd dans les espaces entre les lignes. Ah, que c'est une limitation fondamentale de la documentation bureaucratique. Elle peut enregistrer des événements mais pas des expériences. Elle peut cataloguer des décisions mais pas des conséquences. Elle peut créer des catégories mais ne peut pas capturer la complexité des vies que ces catégories sont censées décrire. Donald Miller existe dans les archives comme un numéro de dossier, comme une série de documents, comme une décision judiciaire qui fit les nouvelles pendant quelques jours. Mais la personne derrière ces documents, l'être humain, avec une histoire et des émotions et des relations, cette personne n'existe dans aucune archive. Cette personne s'est perdue, d'abord administrativement, et puis, peut-être, physiquement. À la fin du XXe siècle et les premières décennies du XXIe ont vu une explosion de la quantité de données que les systèmes gouvernementaux et corporatifs collectent sur les personnes. Chaque transaction, chaque mouvement, chaque interaction laisse une trace numérique. Nous vivons dans ce que certains ont appelé l'ère du big data, où l'information sur nos vies est constamment enregistrée, stockée, analysée. Dans ce contexte, l'histoire de Donald Miller semble anachronique. Comment quelqu'un peut-il disparaître dans une ère de surveillance ubiquitaire? Comment les systèmes peuvent-ils échouer si complètement à détecter quelqu'un qui est vivant quand il le déclare à mort? La réponse est que les systèmes de données, aussi vastes soient-ils, ont des angles morts. Les bases de données ne communiquent pas toujours entre elles. Les algorithmes ont des limites. La quantité d'informations est si énorme que beaucoup d'anomalies passent inaperçues. Donald Miller tomba dans l'un de ces angles morts. Son cas révéla que les systèmes qui nous semblent omniscients ont des fissures, que la surveillance qui nous semble totale a des lacunes, que la documentation qui semble complète est pleine d'espaces vides. Cette révélation est simultanément troublante et réconfortante. Troublante parce qu'elle sape notre foi dans les systèmes qui sont censés nous protéger et nous organiser. Réconfortante parce qu'elle suggère que la liberté individuelle n'a pas été complètement abolie, qu'il y a encore des espaces où les personnes peuvent exister, hors de portée des systèmes de contrôle. Donald Miller trouva ces espaces, bien que non volontairement. Sa vie après la déclaration de décès fut une vie en marge, dans les interstices entre les systèmes, dans les endroits où la documentation n'atteint pas. Et sa disparition finale fut une immersion complète dans ces espaces. Il disparut si complètement que nous ne pouvons même pas savoir s'il continue d'exister, s'il a trouvé une forme de vie durable en marge du système, ou s'il est mort sans que personne ne le documente. Cette incertitude est l'héritage le plus durable de son cas. Pas l'injustice légale, qui fut réelle mais finalement oubliée. Pas la couverture médiatique, qui fut intense mais brève. Mais la question sans réponse, l'impossibilité de savoir, le mystère qui reste
quand les systèmes ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et n'ont toujours pas de réponse. En fin de compte, l'histoire de Donald Miller est une histoire sur les limites de la connaissance humaine. Nous construisons des systèmes pour suivre, documenter, catégoriser. Nous créons des bases de données et des algorithmes et des bureaucraties conçus pour tout savoir sur tout le monde. Et pourtant, il y a des choses qui échappent à notre connaissance. Il y a des personnes qui disparaissent sans laisser de traces. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Donald Miller est l'une de ces questions. Où est-il? Que lui est-il arrivé? Est-il vivant ou mort? Nous ne savons pas. Les systèmes qui devraient savoir ont échoué. Les documents qui devraient avoir les réponses sont vides ou contradictoires. Il n'y a que le silence d'une archive qui n'a plus d'entrée, le silence d'une recherche qui ne trouve pas de résultat, le silence d'une question flottant dans l'air, attendant une réponse qui ne viendra probablement jamais. Quelque part, peut-être, Donald Miller existe. Il vieillit, respire, pense, ressent. Ou peut-être pas. Peut-être son existence s'est-elle terminée il y a des années, sans documentation, sans cérémonie, sans que personne ne fasse le lien. Nous ne pouvons pas savoir. Et cette incapacité de savoir, cette incertitude irréductible, est peut-être la déclaration la plus profonde que son cas fait sur la condition humaine à l'ère de l'information. Nous croyons tout savoir. Nous croyons que nos systèmes sont complets. Nous croyons que la documentation est exhaustive. Mais elle ne l'est pas. Elle ne l'a jamais été. Et l'histoire de Donald Miller est là pour nous le rappeler. Un homme fut déclaré mort par erreur. Il essaya de ressusciter et le système l'en empêcha. Il disparut sans laisser de traces. C'est tout ce que nous savons. Et c'est probablement tout ce que nous saurons jamais. Les questions restent ouvertes. Le mystère persiste. Et Donald Miller, vivant ou mort, documenté ou non, reste comme un rappel de tout ce qui échappe à nos systèmes, de tout ce que nous ne pouvons pas contrôler, de tout ce qui, en fin de compte, reste irréductiblement humain. Son histoire n'a pas de fin. Elle n'a qu'une pause, un silence qui pourrait signifier n'importe quoi. Et dans ce silence, nous attendons des réponses qui ne viendront probablement jamais. Quelque part dans l'Ohio, dans les archives du comté de Hancock, il y a un document qui dit que Donald Eugene Miller est mort le 23 mars 1994. Ce document reste valide, reste officiel, reste la vérité selon le système juridique de l'État de l'Ohio. Et quelque part ailleurs, dans un espace qu'aucun document ne peut capturer, existe ou a existé un homme dont la vie contredit ce document depuis des décennies, dont l'existence a démontré que les papiers peuvent mentir, dont la disparition finale a laissé une question à laquelle personne ne peut répondre. Deux versions de Donald Miller. L'officielle, morte depuis des décennies, définitive dans son inexistence. La réelle, qui a vécu et lutté, et finalement s'est évanouie sans laisser de traces. La tension entre ces deux versions est irréconciliable. Le système n'a pas de moyen d'accommoder quelqu'un qui existe et n'existe pas simultanément, qui est si vivant selon la réalité, mais mort selon les documents.
Et ainsi, Donald Miller reste suspendu entre les catégories, une énigme que le système a créée, mais ne peut pas résoudre, une question que les documents posent, mais à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Son cas est un rappel que les systèmes que nous construisons pour ordonner la réalité produisent parfois du désordre à la place. Un rappel que les catégories que nous créons, vivantes et morts, existants et inexistants, sont plus poreuses que nous ne voulons l'admettre. Un rappel que, à la fin, il y a toujours quelque chose qui échappe au registre, quelque chose que les documents ne peuvent pas capturer, quelque chose d'irréductiblement humain qu'aucune bureaucratie ne peut complètement classifier. Donald Miller trouva cet espace d'évasion, bien que pas de la manière qu'il aurait choisie. Et dans cet espace, il reste une question sans réponse, un mystère qui ne sera probablement jamais résolu. Certains noms sont rappelés pour leurs accomplissements, d'autres sont rappelés pour leurs tragédies. Donald Miller est rappelé pour les deux, pour ce qu'il aurait pu être et pour ce qu'il est devenu, pour le potentiel gâché et pour l'horreur dans laquelle sa vie s'est transformée, pour les questions qu'il a laissées sans réponse et pour celles qu'il nous a forcés à nous poser. Il est un rappel de la fragilité de l'esprit humain, de la facilité avec laquelle on peut se perdre, de la difficulté qu'il peut y avoir à retrouver le chemin une fois qu'on a commencé à se retirer du monde. Et il est un rappel de notre responsabilité envers les autres, que nous vivons en communauté, que cela nous plaise ou non, que ce qui arrive à notre voisin, même au voisin étrange qui ne sort jamais de chez lui, nous concerne tous. Donald Miller est mort seul. Il est mort oublié. Il est mort de manière qui aurait pu être évitée si quelqu'un, n'importe qui, avait décidé d'agir. Que sa mémoire nous serve à faire les choses différemment. Quelque part dans une ville en ce moment même, quelqu'un ferme les fenêtres. Quelqu'un prépare sa disparition. Quelqu'un se retire du monde, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que l'abîme devienne insurmontable. Peut-être est-il temps que nous arrêtions de passer à côté. Peut-être est-il temps que nous posions la question. Le 23 mars 1994, un homme fut déclaré légalement mort dans une salle d'audience de l'Ohio. C'était une procédure de routine, du genre qui se produit chaque jour dans les tribunaux à travers l'Amérique, conçue pour apporter une clôture aux familles des disparus, pour permettre à la vie de continuer en l'absence de certitude. Mais Donald Eugene Miller n'était pas mort. Il était bien vivant, vivant dans un autre état, respirant le même air, marchant sous le même soleil. La déclaration qu'il effaça de l'existence officielle était basée sur l'absence, pas sur des preuves, sur le silence, pas sur des faits, sur l'hypothèse qu'un homme dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis des années devait ne plus exister. Cette hypothèse était fausse. Et quand Miller essaya de la corriger, le système qui avait fait l'erreur se révéla incapable de reconnaître sa faute. C'est l'essence de la tragédie bureaucratique. Pas la malveillance, mais le mécanisme. Pas la cruauté, mais la cohérence. Un système conçu pour produire des résultats prévisibles, produisant un résultat que personne n'aurait pu prédire. Un résultat qui violait chaque principe de justice, tout en suivant chaque lettre de la loi. Les réformes qui préviendraient les futurs Donald Miller sont simples. Permettre des exceptions au délai de prescription pour les cas où l'erreur est la déclaration elle-même. Exiger une vérification périodique
avant que les déclarations de mort présumées ne deviennent permanentes. Créer des processus pour que les personnes vivantes puissent contester leurs propres actes de décès. Ce ne sont pas des propositions radicales. Ce sont des ajustements de bon sens à un système qui a des défauts évidents. Et pourtant, des années après que l'affaire Miller a fait les gros titres internationaux, aucune n'a été mise en œuvre. Le système continue comme avant, attendant sa prochaine victime. Les dernières années de l'existence documentée de Donald Miller furent passées dans une sorte de purgatoire. Pas mort, pas vivant, pas présent dans aucun sens officiel, pas absent dans aucun sens physique. Il existait dans les espaces entre les catégories, dans les lacunes entre les bases de données, dans le silence entre les registres. Et puis, il cessa d'exister de quelque manière documentée que ce soit. Qu'il soit mort ou qu'il se soit simplement retiré davantage d'un monde qui avait nié son existence, nous ne pouvons pas savoir. Le même système qu'il avait déclaré mort par erreur en 1994 ne fournit aucun registre de ce qui lui est réellement arrivé. Il n'y a pas d'acte de décès marquant son véritable départ de la vie, pas de rapport de personne disparue notant sa disparition, pas de reconnaissance officielle que quoi que ce soit ait changé. Pour l'État de l'Ohio, pour le gouvernement fédéral, pour chaque base de données et archives et système de tenue de registre, Donald Eugene Miller reste exactement ce qu'il a été déclaré être en 1994, décédé. L'homme qui lutta pour prouver qu'il était vivant à la fin, était absorbé par le statut même contre lequel il luttait. Il y a une sorte de terrible poésie là-dedans. Un homme qui ne pouvait pas prouver son existence finit par cesser de produire toute preuve de celle-ci. Un homme qui était administrativement mort devint physiquement introuvable. Un homme dont la vie le système refusa de reconnaître devint finalement vraiment inconnaissable. Son histoire se termine non par une résolution mais par une dissolution. Non par des réponses mais par l'effacement des questions. Non par la justice mais par l'érosion lente de la pertinence. Alors que l'affaire qui fit autrefois les gros titres devient une note de bas de page, puis une question de trivia, puis une anecdote à moitié oubliée sur l'absurdité bureaucratique. Mais pour ceux qui prennent le temps de considérer ce qui est arrivé à Donald Miller, pour ceux qui voient dans son histoire quelque chose de plus qu'une curiosité, il y a des leçons qui restent urgentes. Des leçons sur le pouvoir des systèmes sur les individus, des leçons sur la fragilité de l'identité que nous tenons pour acquise, des leçons sur ce que signifie exister dans un monde où l'existence elle-même doit être certifiée, documentée, approuvée. Nous sommes tous, dans un certain sens, à la merci des systèmes qui enregistrent nos vies. Nous dépendons des bases de données pour se souvenir de nos noms, des documents pour certifier notre existence, des bureaucraties pour reconnaître notre place dans le monde. La plupart du temps, cette dépendance est invisible, une condition de fond de la vie moderne, à laquelle nous ne pensons jamais. Mais pour Donald Miller, cette dépendance devint visible, devint urgente, devint le fait central de son existence. Il apprit ce que signifie avoir le système qui se retourne contre vous, avoir les registres qui disent quelque chose de différent de la réalité, se faire dire par la machinerie de la civilisation que vous n'existez tout simplement pas. Son histoire est un avertissement, un rappel que les systèmes auxquels nous faisons confiance pour organiser nos vies sont faillibles,
sont imparfaits, sont capables de produire des résultats qui défient le bon sens et la justice élémentaire. Un rappel que n'importe lequel d'entre nous pourrait, par des circonstances hors de notre contrôle, se trouver dans une position similaire, luttant pour prouver ce qui devrait être évident, que nous sommes vivants, que nous existons, que nous comptons. Donald Eugene Miller est peut-être mort maintenant, ou il est peut-être encore vivant quelque part, existant en marge, vivant la vie non enregistrée de quelqu'un que le système a oublié. Nous ne saurons probablement jamais ce qui est vrai, mais son histoire continue de vivre, comme un témoignage des limites de la raison bureaucratique, comme un rappel du coût humain de l'erreur administrative, comme une question qui hante l'intersection de la loi et de la vie, des documents et de la réalité, des systèmes et des personnes qu'ils sont censés servir. Où est Donald Miller? La question résonne dans le silence qu'il a laissé derrière lui, sans réponse, peut-être sans possibilité de réponse. Un rappel de tout ce que nous ne savons pas et que nous ne saurons peut-être jamais sur les vies vécues dans l'ombre de nos systèmes. En fin de compte, cette question est peut-être son héritage le plus durable. Pas l'absurdité de son cas, pas les gros titres qu'il a générés, pas même l'injustice qu'il a subie, mais la simple, terrible question de ce qui est arrivé à un homme que le monde a décidé qui n'existait pas. Où est Donald Miller? Nous ne savons pas. Nous ne saurons peut-être jamais. Et dans ce non-savoir, nous confrontons les limites de nos systèmes, les lacunes de notre connaissance, le mystère irréductible de l'existence humaine dans une ère qui prétend avoir éliminé le mystère entièrement. C'est l'histoire de Donald Miller. Une histoire sans fin, sans résolution, sans le confort de la certitude. Une histoire qui continue d'être racontée, attendant une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Donald Eugene Miller, né en 1950, déclaré mort en 1994, disparu quelque temps après 2013. Statut actuel, inconnu. C'est le résumé officiel, l'épitaphe bureaucratique. La dernière entrée dans un dossier qui ne sera jamais correctement fermé. Mais derrière ce résumé, il y a une vie compliquée, troublée, finalement mystérieuse, qui a dépassé la capacité de tout système à la capturer ou à la comprendre pleinement. Cette vie est peut-être terminée maintenant, ou elle continue peut-être quelque part, d'une manière ou d'une autre, sous des formes que nous ne pouvons pas documenter et que nous ne découvrirons peut-être jamais. Dans tous les cas, la question reste: où est Donald Miller? Le silence ne répond pas, et nous restons avec seulement la question, résonnant dans l'espace entre les registres et la réalité, entre la vérité officielle et l'expérience vécue, entre la certitude des documents et l'incertitude de l'existence humaine. C'est l'héritage de Donald Miller. Pas une réponse, mais une question. Pas une résolution, mais un rappel. Un rappel que nous sommes tous, à la fin, plus que ce que disent les registres. Et un avertissement que les registres, parfois, peuvent l'oublier entièrement. Il y a une question sous-jacente à toute cette histoire. Une question que nous formulons rarement, mais que l'affaire Donald Miller nous oblige à confronter. Que signifie vraiment exister dans la société contemporaine?
Ce n'est pas une question philosophique abstraite, c'est une question pratique, urgente, avec des conséquences réelles pour des millions de personnes. Parce que l'existence, telle que nous l'expérimentons dans la vie moderne, n'est pas seulement un fait biologique, c'est aussi un fait social, juridique, bureaucratique. Et ces différents types d'existence ne coïncident pas toujours. Les archives du comté de Hancock, Ohio, contiennent des documents qui racontent une version de l'histoire de Donald Miller. Des registres papier et des fichiers numériques, des ordonnances judiciaires et des déterminations légales, et l'histoire officielle d'un homme qui fut déclaré mort et qui échoua à prouver le contraire. Mais il y a une autre histoire, une qui existe en dehors des archives, une qui vit dans les souvenirs de ceux qui l'ont connu, dans les questions de ceux qui se demandent ce qu'il est devenu, dans le silence qui s'est abattu sur son histoire depuis qu'il a disparu de la vue. Cette histoire non officielle est fragmentaire, incomplète, résistante au type de certitude que les registres officiels prétendent fournir. C'est une histoire d'absence, de lacunes, de choses qui ne peuvent pas être documentées parce que personne n'était là pour les documenter. C'est l'histoire de la vie réelle de Donald Miller, par opposition à sa vie officielle. L'histoire d'un homme qui existait quand les registres disaient qu'il n'existait pas, qui marchait parmi nous quand les bases de données le marquaient comme parti, qui respirait et pensait et ressentait, tandis que la bureaucratie insistait qu'il n'était qu'un dossier clos. Cette histoire n'a pas de fin, parce que la fin, s'il y en a eu une, n'a pas été enregistrée. Nous ne savons pas si Donald Miller a trouvé la paix, a trouvé une communauté, a trouvé une forme de vie valant la peine d'être vécue dans les marges où il fut forcé d'exister. Nous ne savons pas si ces dernières années furent solitaires ou satisfaisantes, difficiles ou gérables, pleines de regrets, ou avec une certaine mesure d'acceptation. Nous ne connaissons que le silence qui l'a finalement englouti. Le même silence qui, dans un sens bureaucratique, l'avait englouti des décennies auparavant, quand un juge signa une ordonnance le déclarant mort. Mais cette fois, le silence était total. Cette fois, il n'y avait pas de registres à contredire, pas de documents à contester, pas de faits officiels à disputer. Cette fois, Donald Miller cessa simplement de générer toute preuve de son existence. C'est une étrange forme d'achèvement. Un homme qui passa des années à essayer de prouver qu'il était vivant devint finalement vraiment inconnaissable, vraiment inatteignable, vraiment au-delà de la capacité de tout système à le trouver ou l'identifier. La mort administrative devint, dans un sens, une sorte de vérité, non parce qu'il était réellement mort, mais parce qu'il était devenu aussi invisible, aussi non enregistré, aussi officiellement inexistant que les documents l'avaient toujours prétendu. Si cela fut une tragédie ou une libération, nous ne pouvons pas le dire. Peut-être Donald Miller trouva-t-il la liberté, en acceptant finalement le statut que le système lui avait imposé. Peut-être trouva-t-il la paix, en se retirant d'un monde qui avait insisté qu'il n'existait pas. Ou peut-être sa disparition ne fut-elle pas choisie mais forcée, non une libération, mais une défaite finale, non une acceptation, mais un abandon de l'espoir. Nous ne saurons jamais. Les réponses à ces questions, si elles existent, sont enfermées dans des endroits qu'aucune enquête ne peut atteindre, dans des souvenirs qui n'existent peut-être plus, dans des registres qui n'ont jamais été créés.
Ce que nous avons à la place, c'est l'histoire. L'histoire d'un homme qui fut déclaré mort par erreur, qui lutta pour corriger cette erreur et échoua, qui finalement disparut dans la non-existence, même que le système avait décrété pour lui. C'est une histoire sans résolution, sans clôture, sans la satisfaction de savoir comment elle se termine. Mais peut-être est-ce approprié. Peut-être des histoires comme celle-ci ne devraient-elles pas avoir de fin propre. Peut-être l'inconfort de ne pas savoir, l'incertitude lancinante d'un mystère non résolu, est-elle elle-même une sorte de vérité? Un rappel que la vie n'attache pas toujours les fils lâches, que certaines questions restent ouvertes pour toujours. L'histoire de Donald Miller est l'une de ces questions. Une blessure ouverte dans la certitude de nos systèmes de tenue de registre. Une lacune dans le récit sans couture de la complétude bureaucratique. Un rappel que derrière chaque dossier, chaque base de données, chaque registre officiel, il y a des vies humaines qui dépassent ce que les documents peuvent capturer. Son nom pourrait s'effacer de la mémoire. Son cas pourrait devenir une note de bas de page dans les manuels juridiques, un exemple cité dans les discussions sur la réforme des délais de prescription. Les gros titres qui l'ont brièvement rendu célèbre pourraient jaunir et s'effriter, physiques et numériques, perdus à l'érosion du temps. Mais la question qu'il posa restera. La question de ce que signifie exister quand l'existence doit être certifiée par des systèmes hors de notre contrôle. La question de ce qui arrive quand ces systèmes échouent, quand ils nous déclarent aux morts ou inexistants, quand ils refusent de reconnaître le simple fait de notre être. Cette question survivra à l'histoire de Donald Miller. Elle restera pertinente tant que les systèmes bureaucratiques détiendront le pouvoir sur les vies humaines, tant que les documents pourront contredire la réalité, tant que le fossé entre l'existence officielle et l'existence réelle restera non comblé. C'est l'héritage de Donald Miller. Pas une réponse, mais une question. Pas une résolution, mais un rappel. Un rappel que nous sommes tous, à la fin, plus que ce que disent les registres. Et un avertissement que les registres, parfois, peuvent l'oublier entièrement. Dans le silence qui a suivi sa disparition, la question reste suspendue dans le temps, attendant une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Où est Donald Miller? La question résonne dans le vide, non remarquée par les systèmes, non enregistrée dans aucune base de données, et n'existant que dans les souvenirs de ceux qui ont entendu son histoire et se sont demandé comment elle s'est terminée. Ou si elle s'est terminée du tout. Peut-être, quelque part, dans un coin non documenté du monde, Donald Miller existe encore. Peut-être a-t-il trouvé un moyen de vivre au-delà de la portée des systèmes qui l'ont rejeté. Peut-être, à la fin, a-t-il appris à être invisible d'une manière qu'il a choisie, non d'une manière qui lui a été imposée. Ou peut-être pas. Peut-être son histoire s'est-elle terminée comme elle a commencé, dans le silence et l'absence, non remarquée par un monde qui avait décidé depuis longtemps qu'il n'existait pas. Nous ne savons pas. Nous ne saurons peut-être jamais. Et dans ce non-savoir se trouve la leçon finale de l'histoire de Donald Miller, qu'il y a des limites à ce que les systèmes peuvent savoir, qu'il y a des vies qui échappent à la documentation, que l'existence, dans sa forme la plus fondamentale, est quelque chose qu'aucune bureaucratie ne peut complètement capturer ni contrôler. Donald Miller l'a découvert, à ses dépens,
à travers sa souffrance, à travers son invisibilité finale. Et maintenant, nous le savons aussi. C'est le don de son histoire, si on peut l'appeler ainsi. La vérité inconfortable qu'elle révèle. La question qu'elle pose et à laquelle elle ne peut pas répondre. Où est Donald Miller? Nous ne savons pas. Mais la question elle-même change la façon dont nous regardons les systèmes qui nous entourent. La façon dont nous comprenons notre propre place dans la machinerie bureaucratique qui gouverne nos vies. Et cela, peut-être, est son héritage le plus durable. Pas une réponse, seulement une question. Raisonnant toujours, attendant toujours, toujours sans réponse. Donald Eugene Miller. Un nom qui résonne à travers les archives judiciaires du comté de Hancock. Un nom qui fait surface dans les discussions sur les échecs bureaucratiques. Un nom qui représente tout ce qui peut mal tourner quand les systèmes cessent de voir les êtres humains derrière les numéros de dossier. Sa vie fut marquée par des erreurs. Les siennes, d'abord, quand il abandonna sa famille et disparut dans le silence. Celle du système ensuite, quand il le déclara mort sans preuve et refusa de reconnaître son erreur, quand la vérité se présenta devant lui, vivante et respirante. Deux types d'échecs, deux types de conséquences. Et au milieu de tout cela, un homme qui ne put jamais échapper ni à ses propres erreurs, ni à celles du système qui le gouvernait. C'est peut-être la leçon la plus universelle de son histoire, que nous sommes tous vulnérables, que nos erreurs peuvent avoir des conséquences qui dépassent ce que nous imaginons, et que les systèmes qui sont censés nous protéger peuvent parfois nous détruire avec une efficacité terrible. Donald Miller n'était pas un héros, il n'était pas un saint. C'était un homme imparfait qui fit des choix imparfaits et qui paya un prix disproportionné pour ses choix. Son histoire ne demande pas notre admiration. Elle demande notre attention. Elle demande que nous regardions de près les fissures dans les systèmes que nous avons construits. Elle demande que nous nous demandions ce qui arriverait si nous tombions dans ces fissures nous-mêmes. Où est Donald Miller? La question reste sans réponse. Mais la question elle-même est peut-être tout ce dont nous avons besoin. Pour nous rappeler, pour réfléchir, pour ne jamais oublier que derrière chaque numéro, chaque dossier, chaque entrée de base de données, il y a un être humain. Un être humain comme Donald Miller. Un être humain comme chacun de nous. Vivant, respirant, réel, même quand les documents disent le contraire. Même quand le système refuse de voir. Même quand le silence est tout ce qui reste.